Le Maroc est peut-être le pays le plus différent et le plus exotique d'Afrique. C'est un pays mystérieux où la Méditerranée rencontre l'océan Atlantique, juste à côté de l'Europe. Il s'agit d'une géographie où sont maintenues en vie les différentes valeurs qui permettent à plusieurs cultures de cohabiter. En outre, il ne s'agit pas d'un si petit pays. Je parle d'une géographie avec une énorme superficie de 446 500 km², célèbre pour ses déserts. Le Maroc, avec une population officielle de 40 millions d'habitants, est l'un des pays les plus septentrionaux d'Afrique. Mais il n'est pas membre de l'Union africaine. Le Maroc est l'un des pays les plus septentrionaux d'Afrique, mais il n'est pas membre de l'Union africaine. L'État marocain veut obtenir tous les droits sur le Sahara occidental, mais les Nations unies et l'Union africaine ne le reconnaissent pas. Par ailleurs, les Marocains se considèrent plus proches de l'Europe et de l'Arabie que de l'Afrique. En effet, des millions d'Européens visitent le Maroc chaque année et le tourisme est la principale source de revenus du pays. C'est pourquoi les Marocains sont très favorables à la culture européenne et l'apprécient. La raison pour laquelle ils sympathisent avec les Arabes est que leur interaction avec les Arabes dans le passé constitue la base de leurs croyances et de leur philosophie de vie aujourd'hui. À tel point que la quasi-totalité des 40 millions d'habitants du Maroc adhèrent à l'islam et sont des musulmans stricts. On suppose que la proportion d'autres religions dans le pays n'est que de 1%. En fait, la langue officielle du pays est l'arabe, et il existe un mode de vie dans lequel la culture arabe est adoptée. En outre, la géographie marocaine est en fait issue d'une lignée militaire. Par conséquent, la langue berbère est également une langue largement parlée au Maroc. Il est également intéressant de noter qu'étant donné qu'il n'y a que le détroit de Gibraltar entre le pays et l'Espagne, la langue et la culture espagnole ont été adoptées dans la partie septentrionale du Maroc. En outre, comme les Français ont exploité la viande, le lait et la peau de l'Afrique jusqu'à la dernière goutte, pour ainsi dire, dans le passé, la géographie marocaine d'aujourd'hui aime beaucoup les Français. Normalement, ce devrait être le contraire, mais il n'y a pas de nationalisme intense dans le pays. Les Français ne sont pas restés les bras croisés au Maroc. Ils ont non seulement exploité les ressources du pays, mais ils ont aussi intégré leur culture et leur langue au Maroc. Ils ont si bien avalé le pays que presque tout ce qui concerne le Maroc remonte aux Français. Si vous vous rendez sur place aujourd'hui, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de citoyens français d'origine marocaine et algérienne, et que de nombreuses personnes au Maroc souhaitent émigrer en France et y vivre. Le français est la langue la plus parlée dans le pays avec l'arabe. Si vous suivez le football parmi vous, vous pouvez constater que presque tous les footballeurs vedettes de l'équipe nationale française d'aujourd'hui sont en fait d'origine africaine. Par exemple, Mbappé, Zidane, Pogba et bien d'autres footballeurs sont en fait des Marocains et des Algériens. En d'autres termes, il s'agit de personnes dont les ancêtres ont été assimilés par les Français dans le passé et sont devenus français par la suite. La géographie marocaine a fait l'objet de tant d'interventions extérieures au cours de l'histoire que les Berbères marocains ont été vaincus dans presque chacune de ces luttes et sont restés sous l'influence des États qui les gouvernaient. Le premier exemple de cette situation remonte à la conquête arabe du Maroc dans les années 700. Le peuple berbère, qui a accepté l'islam à cette époque, a réussi à se tenir à l'écart de l'exploitation de l'Europe en interagissant avec l'Empire ottoman. Cependant, après un certain temps, l'Espagne a envahi le Maroc dans les années 1800 et finalement, au début des années 1900, le Maroc a été gouverné par les Français. Ce n'est qu'en 1956 que l'État marocain est devenu complètement indépendant et s'est libéré de la captivité française. Aujourd'hui, un peu de culture arabe, un peu de culture européenne et un peu de culture africaine se sont mélangés pour former la culture du Maroc. Par exemple, si les influences arabes sont visibles, les jardins et les fontaines rappellent plutôt l'Espagne et l'architecture des bâtiments de la ville ressemble à celle de la France. Aujourd'hui, les villes les plus appréciées du Maroc sont sans aucun doute Casablanca et Marrakech. Ces deux villes sentent particulièrement l'architecture historique. Les rues étroites, les vieux bâtiments, les monuments historiques et l'ambiance unique vous fascinent comme si vous viviez dans les villes berbères d'il y a des siècles. Rabat, la capitale du Maroc, est plus moderne que ces deux villes. Si vous voulez regarder le pays sur la carte, vous verrez qu'il est en effet situé à l'extrémité nord-ouest du continent africain, voisin de l'Algérie, de la Mauritanie et des océans.
Imaginez un pays africain qui possède à la fois des déserts, des plages uniques et une texture historique vieille de plusieurs milliers d'années. C'est pourquoi le Maroc est l'un des endroits que des millions de touristes veulent voir avant de mourir. Voyons donc quel genre de vie mènent les habitants du Maroc dans cette magnifique géographie et quel type de travail ils exercent. Comme dans de nombreuses sociétés que nous avons décrites précédemment, la présence d'animaux est d'une importance indispensable au Maroc. Les paysans marocains, qui vivent sous la tente dans les déserts, s'occupent en particulier de l'élevage des chameaux. Les Marocains essaient de maintenir les chameaux en vie et de gagner de l'argent grâce aux chameaux de manière continue, plutôt que de se contenter d'un revenu ponctuel provenant de la viande. Dans ce cas, ils vendent presque tout ce qui provient des chameaux aux touristes et aux habitants des villes. Par exemple, ils vendent un litre de lait de chamelle pour 100 dirhams marocains, soit environ 10 dollars américains. Le lait de chamelle n'est pas quelque chose que les étrangers peuvent facilement trouver et il est donc très précieux pour eux. Cela peut vous sembler tout à fait ordinaire, mais les Marocains ne laissent pas l'urine des chameaux s'écouler sur le sol, mes amis. Vous n'avez pas mal entendu, un Marocain qui fait de l'élevage surveille ses chameaux tous les jours. À tel point que lorsque leurs chameaux urinent, ils stockent l'urine dans des seaux qu'ils remplissent ensuite dans des bouteilles. Ils aiment tellement l'urine de chameau qu'ils ne peuvent pas se permettre de la vendre en totalité et qu'ils en boivent eux-mêmes une partie. Les Marocains pensent en effet que l'urine de chameau est bonne pour le cancer de l'estomac et qu'elle renforce le système immunitaire. C'est pourquoi ils boivent l'urine de chameau avec appétit, ainsi que leurs enfants, et pensent qu'ils gagnent en force. Ils remplissent l'urine restante dans des bouteilles en plastique d'1 litre et la vendent à toutes les sociétés qui adoptent cette culture. En ce sens, de nombreuses familles marocaines ont adopté une vie nomade dans le désert et pratiquent donc l'élevage. Ces personnes vivent dans des tentes dans le désert du Sahara et sont entourées de sable et de terre. Si vous aimez le vert et recherchez des zones boisées, la vie locale au Maroc ne vous plaira peut-être pas. En outre, les gens s'enveloppent constamment le visage d'hommes et de femmes. En effet, il y a souvent du vent dans le désert du Sahara et le soleil qui frappe d'en haut brûle littéralement la peau humaine. En été surtout, les habitants de ces déserts sont exposés à des températures pouvant atteindre 60 degrés par jour. C'est pourquoi ils se couvrent le visage et portent des protections solaires, telles que des gants. Bien entendu, la protection solaire n'est pas la seule raison pour laquelle ils se couvrent. Comme les gens sont très attachés à l'islam, on ne voit pas de femmes marocaines dans les villages et les zones désertiques. Dans les déserts du Maroc, outre l'urine de chameau, le thé mousseux est la boisson préférée. En outre, ces personnes n'ont pas une grande culture du petit déjeuner. Le petit déjeuner des familles marocaines vivant dans le désert se compose de thé mousseux, de pain préparé dans le tandoor et d'huile d'olive. Si vous êtes invité dans la tente d'une famille marocaine vivant dans le désert, ne vous attendez pas à des choses comme du fromage, du miel, de la confiture et des œufs pour le petit déjeuner. De toute façon, l'invité mange ce qu'il trouve, pas ce qu'il espère, et vous n'avez pas d'autre choix que de vous en contenter. En outre, les dîners sont pris dans une assiette commune. Chacun s'assoit à l'autre table, prend du pain et le trempe dans la nourriture au milieu de la table. Malheureusement, la culture de la cuillère et de la fourchette n'existe pas dans le désert. De toute façon, une cuillère et une fourchette impliquent une vaisselle supplémentaire, et ces personnes appartiennent à des sociétés extrêmement pauvres. En d'autres termes, ils doivent réduire autant que possible l'utilisation de produits tels que le savon et le détergent dans le désert. Même les chèvres et les chameaux, qui sont leur seule source de subsistance, sont nourris avec des aliments tels que des dattes, car ils ne trouvent pas d'herbe. Dans les camps du désert, où il n'y a pas le moindre signe de vie autour de vous, les familles s'approvisionnent en eau grâce aux puits qu'elles creusent. Sans aucun doute, il n'est pas possible pour eux de survivre sans puits. Trouver de l'eau dans le désert est en effet un événement merveilleux. La raison en est à chercher dans les récits d'il y a des centaines de milliers d'années. Il a été prouvé que le désert du Sahara était recouvert de mer bien avant que l'homme ne domine le monde, à tel point que lorsque des scientifiques ont creusé profondément dans les déserts de l'actuel Maroc, ils ont trouvé de nombreux squelettes de baleines. Cela indique que cette région était recouverte d'eau dans le passé. Par conséquent, il existe encore des flaques d'eau sous les déserts et les habitants du désert répondent à leurs besoins en eau en creusant des puits profonds. Outre le lait et l'urine des animaux, les habitants du désert tirent également des revenus de l'artisanat féminin,
Le tissage de tapis. Le tissage de tapis est la seule occupation des femmes en dehors des tâches ménagères et des soins aux enfants. Si elles trouvent un touriste qui a de l'argent, elles peuvent vendre un tapis pour le prix d'une chèvre. Ce prix est estimé à environ 100 $. D'autre part, les Marocains ont créé un important secteur commercial à partir des peaux de chameaux et de moutons. Si les animaux sont absolument nécessaires, leurs peaux ne sont bien sûr pas jetées. Les peaux d'animaux sont vendues à des tanneries. Il y a des tanneries dans certaines villes du Maroc, et presque tous les produits en cuir véritables que vous verrez dans les bazars marocains sont en fait le point de départ de ces entreprises. Par exemple, lorsque vous traversez les rues étroites du Maroc et que vous vous rendez dans les bazars, vous verrez de magnifiques portefeuilles brodés à la main, des étuis, des sacs, des vêtements en cuir et même de nombreux produits en cuir. De plus, ces produits en cuir spécial brodés à la main sont colorés et vous verrez sur de nombreux articles des couleurs que les animaux n'ont pas. À ce stade, les peaux d'animaux sont soigneusement calcinées dans des tanneries, pulvérisées, débarrassées des poils et des morceaux de viande et envoyées à la teinture. La subsistance de nombreuses personnes au Maroc dépend du nettoyage, de la vaporisation et de la teinture des peaux d'animaux dans les tanneries traditionnelles. En moyenne, une personne teint une peau d'animal en 3 jours et gagne environ 30 $ américains. Si vous voulez voir les teinturiers de cuir dans ces tanneries, vous devez avoir avec vous une plante ou un produit cosmétique qui dégage une bonne odeur. En effet, dans ces tanneries, l'odeur des teintures et des médicaments et celle des peaux d'animaux se mélangent. Ce n'est pas facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de respirer l'air de ces tanneries. Une fois les peaux d'animaux teintes dans les tanneries, elles sont envoyées aux artisans concernés qui fabriquent les produits brodés à la main dans le bazar. Une fois que les artisans produisent ces produits avec un coût de main-d'œuvre de 30 à 40 $, ils les envoient aux commerçants qui ont des magasins et ces derniers vendent ces produits qui coûtent 50 à 60 $, au prix qu'ils peuvent obtenir, pour ainsi dire. De plus, les produits en cuir que l'on trouve dans tous les magasins ne sont pas en cuir véritable. Certains commerçants essaient de vendre aux touristes des imitations de cuir pour 5 à 10 $, comme s'il s'agissait de cuir véritable. Je dois dire que si le principal revenu d'un pays est le tourisme, si les habitants de cette région ont besoin des touristes pour gagner de l'argent, il y a certainement des cas d'abus. Malheureusement, cette situation est la même au Maroc, mes amis. Si un commerçant vous propose un prix de 100 $ pour un produit, vous pouvez même acheter ce produit pour 20-30 $ en négociant. Ainsi, votre confiance dans le commerçant est complètement vide, car vous pensez que même les 20-30 $ que vous payez sont trop élevés. Par conséquent, lorsque vous vous rendez au Maroc, mes amis, n'achetez pas les produits au premier prix proposé par les commerçants. De même, la plupart du temps, ils n'ouvrent pas le taximètre dans les taxis. Avant de monter dans la voiture, vérifiez s'il y a un taximètre et parlez-en au chauffeur de taxi. Une autre source de revenus pour les Marocains est l'organisation de voyages dans le désert pour les touristes. Je pense que tous les touristes qui visitent dans le Maroc devraient visiter les déserts. En effet, le désert du Sahara présente une vaste structure qui attire l'attention. Bien sûr, il faut absolument aller dans les déserts avec des tours et non pas seul. Dans le passé, certains groupes de touristes qui s'y sont rendus seuls ont été pris dans des tempêtes de sable, se sont perdus dans le désert et ont perdu la vie. Je ne vous recommande pas de vous lancer dans l'aventure du désert sans être accompagné d'un groupe de touristes locaux. Les villages marocains sont généralement constitués de maisons troglodytes. Il n'y a généralement pas d'électricité dans les villages. Et comme il n'y a même pas de système d'eau dans les maisons, les femmes se rendent dans les parties communes des villages pour laver leur linge. Les villageois gagnent leur vie en guidant les touristes. Même lorsqu'un touriste demande une adresse, ils s'efforcent de lui faire gagner de l'argent. Ils montrent et présentent les maisons troglodytes dans lesquelles ils séjournent aux touristes pour de l'argent. Dans les villes marocaines, l'atmosphère est généralement celle d'un marché. Les supermarchés et les centres commerciaux urbanisés ne sont pas vraiment nécessaires. Les gens satisfont leurs besoins dans les marchés locaux authentiques et les bazars sont généralement bondés de touristes. La pêche à la sardine est très productive dans les villes côtières du pays et c'est pourquoi vous pouvez déguster du poisson frais dans un pays africain à un prix aussi bas que dans un pays de la mer Égée. C'est exactement ce qui attire au Maroc. Vous allez en Afrique, mais il y a des saveurs et des cultures spécifiques à chaque continent dans la vie. Vous pouvez également trouver de la viande de cheval dans les boucheries des villes.
Les bâtiments du quartier ont au moins 50 ans. Bien que cela ajoute une atmosphère authentique aux villes, de nombreux Marocains ne peuvent pas déménager dans des maisons plus confortables en raison de difficultés financières. En effet, l'extérieur de certaines maisons dans les villes a commencé à se dégrader et doit être restauré. De plus, le revenu mensuel de ces 40 millions de personnes n'est que de 300 dollars. Si vous avez un revenu mensuel d'environ 1000 dollars et que vous voulez vivre au Maroc, vous pouvez vivre comme un roi. Les jeunes Marocains rêvent de s'enfuir en France dès la fin de leurs études universitaires, car avec 300 dollars par mois, on a du mal à joindre les deux bouts. Dans les lieux de divertissement du pays, on peut voir de nombreux danseurs et entendre de la musique propre aux habitants du désert. La nourriture est généralement à base de viande et les habitants mangent beaucoup de couscous. La consommation d'alcool est également libre au Maroc, un pays qui vit du tourisme. Les gens peuvent s'amuser comme ils le souhaitent dans ce pays et il n'y a aucune restriction à ce sujet. Ainsi, lorsque vous pensez au Maroc, ne pensez pas à un pays plein de restrictions comme l'Iran. Le Maroc est uniquement axé sur le tourisme et l'argent, tant au niveau du gouvernement que de la population. Par conséquent, il n'y a aucune limite à ce que vous voulez faire dans le pays, mes amis. C'est tout ce que nous avons à dire sur le Maroc pour l'instant. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.